Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show chaîne. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il y a des gens qui pardonnent. Il y a des gens qui na place to bazana pesa na biso na rien que pour te faire la difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. C'est d'aller de chèque en échec sans perdre son enthousiasme. Bonjour et bienvenue à votre émission qui consiste de vous mettre au parfum de réalisation, surtout à ce qui cadre avec la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, on va y revenir par rapport à notre thématique d'autre fois sur l'entrepreneuriat. Tant de questions nous a été beaucoup plus posées. Voilà pourquoi aujourd'hui on fait encore recours à notre invité d'autre fois, notre expert en économie industrielle, monsieur Jean-François. C'est avec lui que nous sommes avec lui sur ce plateau pour partager au moins cette thématique, échanger avec lui à ce qui concerne moi la jeunesse de la République démocratique du Congo. Monsieur Jean-François, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci bien de ce nouveau rendez-vous. On espère qu'on va pouvoir apporter des réponses à cette jeunesse. Voilà, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes le président de la fondation From Africa. From Africa. C'est quoi From Africa? From Africa, c'est une structure associative qui regroupe différents experts et dont notre vocation est d'apporter je veux dire pas qu'à la jeunesse, mais disons à la population congolaise désireuse de mettre en valeur par l'industrialisation les ressources minières, forestières, agricoles du pays. C'est une nouvelle fondation ou bien vous existez déjà il y a longtemps? J'existe. From Africa existe depuis les années 1994. Wow. Sous le forme d'un département, d'une société, c'est un département formation dans la société Sodic Afrique, société française, qui ensuite a évolué vers le Maroc, a évolué par des partenariats vers le Maroc, vers le Bénin, et ensuite vers la RDC sous forme From Afrique, SARL, et j'ai pris la décision par l'absence de mes partenaires sur la vision et pour vraiment me spécialiser sur la RDC, ça veut dire, quand je dis me spécialiser, c'est trouver aussi les partenaires techniques et financiers vraiment pour le développement industriel en RDC. Et donc, comme les gens, l'État n'a pas beaucoup de moyens, les entreprises ne sont pas vraiment motivées pour former les gens, donc j'ai transformé la société From Africa en fondation pour pouvoir aller chercher des fonds pour permettre donc de former les gens au moindre coût et même si possible les former gratuitement. C'est une fondation internationale ou bien c'est une fondation nationale? C'est une fondation nationale, mais qui a des partenaires à l'international. Mais pour pouvoir être opérationnel en RDC, il fallait que la fondation soit de droit et juridiquement inscrite en RDC. Que visez-vous exactement? Je vise de préparer les gens à aller, parce que en parallèle, j'ai un autre plaidoyer qui est l'industrialisation du pays. Et donc, pour aller vers l'industrialisation, il faut déjà mettre en place des outils de développement de la formation professionnelle pour commencer à former des gens qui vont s'intéresser, disons, à être demain des acteurs de l'industrialisation. Vous savez, vous appelez ça des investisseurs, moi j'appelle ça des industriels qui veulent venir en RDC. Le problème c'est, on dit toujours, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ci, Non, un des problèmes aujourd'hui pour que les industriels viennent en RDC s'installer, c'est d'avoir les compétences, de trouver sur le marché du travail les compétences pour l'industrialisation dans leur secteur. Vous existez il y a plus de trentaine, s'il faut estimer quand même, c'est au-delà même de 30 ans que vous existez en République démocratique du Congo. Non, pas en démocratie. En RDC, j'interviens
on va dire, depuis 1900. Là, vous êtes seulement à Kinshasa, mais vous êtes dans d'autres provinces aussi. Non, 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 j'ai même débuté dans les autres provinces. Je suis à Kinshasa que depuis 4 ans. J'ai débuté essentiellement dans le Grand Katanga. Ok. Voilà. Mais je fais des actions en RDC, d'accord, pas d'aujourd'hui, je fais des actions déjà depuis je vous dis, depuis 1994, et même, je dirais, avant. Parce que je vous ai dit qu'en 1994, la Forme-Afrique est devenue un département de Sodicafrique. Mais dans Sodicafrique, je fais des formations déjà depuis les années 81-82. Devenir un département, je ne sais pas, c'est un peu de nous éclairer par rapport à ces concepts. Ben, au début, dans une société, il peut y avoir différents départements. Ça veut dire que la société crée un département qui va donner des formations en fonction des projets qu'elle fait. Et chemin de cette structure, de ce département, ça devient une entreprise. Et bien, c'est parce que, à travers les gens qui ont été formés, à travers les partenaires, on décide de sortir l'activité de l'activité principale, donc de Sodicafrique, et avec des partenaires, on crée des associés, on crée une SARL qui s'appelle Forme-Afrique. Et quelles sont vos cibles? Toujours l'industrialisation, toujours former les gens, d'accord, c'est depuis 1994, c'est de former les gens en Afrique pour leur apprendre à être des acteurs de l'industrialisation de l'Afrique. Donc vous visez tout le monde à l'exception de personne, que ce soit le jeune, que ce soit le vieux, que ce soit les papas, les mamans, tout ce. Je vise tout le monde. Par exemple, dans les 3 formations essentielles de la base de Forme-Afrique, de la fondation Forme-Afrique maintenant. La première action, c'est les agents de maîtrise. Les agents de maîtrise aujourd'hui, ils s'adressent à qui dans ces formations? Ils s'adressent à des gens qui sont des ouvriers qualifiés, des ouvriers professionnels, et qui ont la capacité aujourd'hui, ils ont 40 ans, 45 ans, de devenir des agents de maîtrise demain dans les entreprises industrielles. Ils connaissent le métier, mais ils ne sont pas agents de maîtrise. Agents de maîtrise, c'est un travail administratif, un travail de gestion, un travail d'organisation du travail. Donc, ce sont des professionnels. Donc, la première formation des agents de maîtrise, ça s'adresse essentiellement aux personnes, je dirais, de plus de 40 ans, à peu près. Mais ça s'adresse aussi aux jeunes qui ont des capacités de gestion modernes, informatiques, numériques. Donc ça s'adresse aussi à des agents, à des jeunes qui, eux, ont la formation, j'allais dire, universitaire, mais n'ont pas la compétence pour être des agents de maîtrise. Ils peuvent, pas des agents de maîtrise, on les soit responsables, soit on les chefs, soit on les agents de maîtrise. Ce qu'on appelle des chefs, ce qu'on appelle des responsables, ce sont aussi des agents de maîtrise. Vous êtes chef d'atelier, c'est un poste d'agent de maîtrise. Vous êtes responsable de la logistique, c'est un poste d'agent de maîtrise. Mais de toute façon, ça c'est une question de curiosité. C'est vrai que quelqu'un, lorsqu'on atteint à l'âge de 40 ans, on est juste proche de de la retraite. Mais comment, à l'âge de 40 ans, peut-on au moins avoir juste une formation sur la maîtrise que vous venez juste d'évoquer tout ce là? Je vais reprendre. Pourquoi je vous dis 40 ans? Le système des agents de maîtrise aujourd'hui s'adresse à cette catégorie-là, vous allez comprendre. C'est des gens qui sont rentrés dans les entreprises, je parle au niveau de l'Europe. Mais c'est la même chose en RDC. On avait ça à l'époque du Zaïre, dans la Régie des eaux, dans la SNEL, etc. C'est pour ça que je n'ai pas terminé tout à l'heure. Les agents de maîtrise, je vous ai dit, c'est les chefs d'équipe, les chefs d'atelier, etc. Mais c'est aussi les formateurs. C'est là, aujourd'hui, le système universitaire, le système scolaire, technique en RDC, n'a pas assez de moyens de matériel humain pour pouvoir faire un transfert des compétences, des transferts de savoir-faire manuel à la jeunesse. Et donc, c'est quelque chose qu'on avait déjà demandé depuis très longtemps à mettre en place. On demande donc aux entreprises, quand ils vont recruter des jeunes qui n'ont pas forcément la formation acquise, de pouvoir les former. Qui peut les former? Ce sont des gens qui ont 40 ans, 45 ans, qui sont fatigués. Je vous donne l'exemple du secteur des mines. Quelqu'un qui travaille à l'électrolyse des cathodes, à 45 ans, il est fatigué, il est épuisé. Donc, mais il a le savoir-faire. Il ne faut pas le mettre à la retraite. On doit le former à ce moment-là pour qu'il devienne un agent de maîtrise. Et pourquoi ne pas former les jeunes de toutes les façons? Parce que lui là, il est déjà fatigué à l'âge de 40 ans. Non,
il ne va plus travailler comme un ouvrier. Ah, il va jouer le rôle d'un conseiller. Il va devenir un maître de stage, un maître d'apprentissage. Il va encadrer les jeunes. Il va transférer son savoir-faire à la jeunesse qui arrive. Voilà, c'est ça le rôle des agents de maîtrise. Hormis les agents de maîtrise. Alors, hormis les agents de maîtrise, la deuxième catégorie, pour l'industrialisation, ce sont les entrepreneurs et les promoteurs qui vont devenir des chefs d'entreprise. Qui faut-il appeler entrepreneur? Alors, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a déjà entrepris quelque chose, souvent dans l'entrepreneuriat, dans l'informel, dans les individuels, et qui va savoir maintenant transformer son activité dans le cadre d'une société, SARL, SAS, SA, peu importe. Avec des associés, ils vont se mettre ensemble, des compétences, de plusieurs compétences, pour mettre en place une société qui va être gérée comme une entreprise, avec un responsable des ressources humaines, un responsable des achats, un responsable, et l'entreprise va grandir. Ça, c'est la première activité. C'est l'entrepreneur. Le promoteur, c'est qui? C'est un jeune qui n'a pas encore travaillé, mais qui a des idées, qui a une maîtrise, qui connaît aujourd'hui comment on fait une étude de marché, bien, comment on fait une étude de faisabilité, comment on cherche des partenaires, comment on cherche des financements. Donc, c'est quelque chose de théorique, le promoteur, mais il maîtrise un projet à développer. Et à ce moment-là, il va avoir une formation qui va lui permettre de se constituer en société, de savoir trouver des partenaires, savoir monter les études, aller voir les partenaires, entrepreneurs partenaires, etc. Et ensuite, présenter des projets aux investisseurs avec ces partenaires. Sur ma page d'idées sur l'entrepreneuriat avec le jeune congolais, de toutes les façons, vous vivez déjà avec la jeunesse quinoise, il faut le dire ainsi, parce que c'est votre goût du jour, parce que vous êtes avec et entouré de... Quel regard portez-vous de l'entrepreneuriat de jeunes congolais? Non, mais je l'ai dit, quand vous me dites que le mot entrepreneuriat, ça me donne toujours des battements de cœur. Les Congolais, aujourd'hui, sont déjà dans l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans. L'entrepreneuriat, c'est un moyen qui a été donné par les institutions internationales pour que les Congolais puissent bricoler. J'utilise le mot bricoler, d'accord, pour pouvoir éventuellement avoir quelques ressources pour pouvoir tenir, pour pouvoir vivre. Ce n'est pas, l'entrepreneuriat n'a jamais développé l'économie d'un pays. L'entrepreneuriat, c'est un moyen de subsistance dans la pauvreté. Et pourquoi les jeunes s'intéressent beaucoup plus à ce secteur? Pourquoi les jeunes s'intéressent beaucoup plus à ce secteur? Mais parce que c'est quelque chose qui ne fait pas développer au moins le pays. Mais quand même, le jeune s'intéresse beaucoup plus. Mais oui, parce que ça leur permet d'avoir un peu de ressources pour vivre. Et c'est manipulé par les Occidentaux, par les institutions internationales. Aujourd'hui, je dis toujours, montrez-moi où aujourd'hui les partenaires étrangers, ce qu'on appelle les partenaires extérieurs, ont vraiment mis en place des formations pour former aujourd'hui des entrepreneurs, des futurs patrons. Non, ils ne financent que les petites actions de l'entrepreneuriat parce que ça ne nécessite pas beaucoup de moyens professionnels, ça ne nécessite pas de compétences pour apprendre ça aux jeunes. Voilà, c'est simple, c'est simple. Alors, qu'il faut-il faire? Vu que c'est quelque chose qui ne produise pas, vu que c'est quelque chose qui ne fait pas avancer le développement de la République démocratique du Congo, soit d'un pays, c'est juste un risque déjà pour la jeunesse. Quel angle faut-il avoir pour s'inquiéter, voilà, c'est ça, non, pour se détourner, bien contourner au moins de cette voie de l'entrepreneuriat? Premièrement, pour sauver de l'entrepreneuriat, il faut aujourd'hui, le premier élément, c'est que l'État comprenne le besoin de l'industrialisation du pays. Et quand l'État se sera approprié, soit dans j'allais dire, un programme national, soit une action publique en faveur de l'industrialisation, qui va donner donc une impulsion dans les ministères, on pourra donc à ce moment-là, d'accord, mettre en place, je dirais, les formations à l'industrialisation. Mais je vais outre ça. Comme l'État n'a toujours pas pris la décision de mettre en place ce que j'appelle moi un commissariat ou haut commissariat à l'industrialisation de ses ressources.
pour avoir des budgets, pour créer des emplois, pour avoir du PIB, pour avoir du budget de l'État, pour avoir des recettes fiscales, sociales, pour avoir les produits de Made in Congo. C'est ça l'industrialisation. Tant que l'État ne sait pas approprier ça, moi-même je me dis, puisque l'État ne l'a pas fait, moi en parallèle je travaille et je commence déjà à former les jeunes à s'approprier l'industrialisation. Ça veut dire que le jour où l'État aura assimilé et aura la volonté de développer l'industrialisation, à ce moment-là, il y aura déjà des acteurs parmi les jeunes qui seront là, qui seront prêts à aider l'État dans cette mise en œuvre. Hormis la maîtrise, hormis l'entrepreneuriat, troisième catégorie, c'est quoi? La troisième catégorie, j'ai vu la troisième catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les tuteurs formateurs. D'accord? La troisième catégorie, ce sont ceux qui vont être les chefs d'entreprise. Donc, je vous dis. Et là, pour pouvoir mettre en place ça, c'est pareil, il faut mettre un outil, entre parenthèses, je vais appeler ça pédagogique. Comme l'État n'a pas d'université professionnelle, je préconise d'expliquer à la jeunesse comment on crée des fondations universitaires professionnelles pour que les jeunes qui sortent d'une licence classique, du modèle LMD, qui est mis en place par les universitaires à RDC, puissent faire une année supplémentaire ou une formation de 150 heures, 200 heures, pour s'approprier une licence professionnelle. Et pour faciliter les choses, pour aller vite, pour que ça soit mis en place, je préconise à aider des jeunes, c'est même pas moi qui vais le faire, je vais aider les jeunes parce que je ne peux pas tout faire. Je vais expliquer aux jeunes comment ils peuvent faire un accord pour créer une fondation universitaire professionnelle en partenariat avec la fondation universitaire de Düsseldorf, de Toronto, de Pékin, de Paris, de Melun, etc. Qui va leur permettre aujourd'hui d'avoir un partenaire qui a déjà le contenu, qui a déjà la qualité pour pouvoir lui apporter ses compétences. Là, c'est vous qui allez jouer juste le médiateur de chercher les partenaires pour ces jeunes, ou bien ce sont eux-mêmes qui vont aller chercher les partenaires? Avec eux. On fait ça, je fais ça. Tous les contrats que je fais pour aider les jeunes aujourd'hui, et quand je dis les jeunes, ce sont les ASBL, les ONG, les ONGG, les fondations. Il y a toujours une convention de partenariat entre l'ASBL et la fondation Formatrice. On va essayer un peu de revenir par rapport à l'émission d'autrefois, parce qu'on avait eu tant de préoccupations par rapport au sujet de l'autre fois. Vous avez parlé de différentes formations, entre autres la formation sur les dames, la formation sur les jeunes gradués, la formation sur le jeune fille célibataire. Mais là, pourquoi cette catégorie, pourquoi cette différence de formation? Alors, parce qu'aujourd'hui, pourquoi je vais dans le domaine aujourd'hui, je m'adresse... Allons d'abord avec les dames. Que ce soit les dames et les hommes, s'il vous plaît. Okay. Ouais, les gens où il y a le plus de chômage aujourd'hui, c'est les gens de diplômés, eux, à partir des graduats. C'est eux qui ont le plus de mal à trouver du travail. Ceux qui n'ont pas beaucoup de formation, aujourd'hui, je dis, ils ont quand même un esprit manuel qui les permet de travailler. Donc, il n'y a pas tellement, à mon avis, de chômage dans le milieu des gens qui sont des travailleurs manuels. Je m'excuse, pousser un chariot, nettoyer des chaussures, etc., c'est des opérations manuelles. Donc, il n'y a pas, c'est pas des bons métiers, mais aujourd'hui, il y a quand même des possibilités à ceux qui n'ont pas de formation professionnelle, de base scolaire, d'avoir une activité rémunératrice qui leur permet de vivre. Par contre, ceux qui sont le plus au chômage aujourd'hui, ce sont, et qui ont une capacité d'assimiler, de suivre des cours, de se perfectionner, ce sont ceux qui ont des formations à partir des graduats et qui sont au chômage. Donc c'est à partir de cette catégorie-là. Alors, dans cette catégorie-là, ensuite, il y a la question que vous posez des femmes. Et, alors, comme je fais des formations, et j'essaie toujours de les faire pour pas que ça coûte de l'argent aux gens qu'on forme. C'est ça la finalité. On ne demande pas, je ne suis pas un établissement scolaire, universitaire qui dit venez payer des Minerval, etc. On ne demande rien. J'essaye de rien demander. Alors, en fonction de ça, je suis obligé de cibler les gens que je vais former pour faire un plaidoyer auprès des donateurs, des mécènes, de la coopération technique et financière, pour aller chercher les fonds pour payer ces formations-là. Et donc,
une des formations que je vous ai parlé la dernière fois, c'est la formation des femmes, entre parenthèses, qui étaient des filles mères, qui ont fait des études, il y en a peut-être 500, 1500 dans Kinshasa. Et pourquoi, je ne sais pas en fait, pourquoi cette particularité en fait, cette exception, vous avez eu l'opportunité de séparer le femme à côté, le jeune fils célibataire à côté, donc quand je parle de femme, je vois le dame, de toute façon, parce que je vis cette séparation, pourquoi faut-il séparer? Non, parce que dans certains métiers aujourd'hui, dans la demande qu'il y a sur le marché du travail, ça s'adresse à certaines catégories de personnes. Je n'ai pas dit qu'on ne va pas former un homme en hygiène sanitaire et alimentaire. Mais aujourd'hui, quand je vois les appels d'offres qui se font, les gens qui recherchent, je m'aperçois que c'est une demande. Alors c'est vrai que je suis parti pour le moment, je vous ai cité cet exemple-là, parce qu'il y a une grande demande aujourd'hui dans tous les établissements hospitaliers, les établissements agroalimentaires, là où on fait de la transformation alimentaire. Il y a, et encore je ne vous parle pas des supermarchés, je ne vous parle pas de la manipulation alimentaire, d'accord? Il y a un besoin d'avoir des responsables aujourd'hui pour éviter d'avoir des expatriés qui viennent faire ces fonctions-là. Voilà le problème qu'il y a aujourd'hui. Donc, on a ciblé ça, mais je n'ai pas ciblé que les femmes. Je vous ai parlé de cette formation parce qu'elle est en préparation. Mais quand je vous parle de la pisciculture, c'est pareil. Je la cible plus aux hommes. Ce n'est pas que je veux écarter les femmes. C'est qu'aujourd'hui, pour aller vivre dans un étang à 70 km de Kinshasa, en pleine brousse, là où on va faire des étangs de pisciculture, où il n'y a pas tellement, on aura très peu, et depuis presque 20 ans, j'ai jamais vu une femme postuler pour aller diriger un étang de pisciculture. C'est pour ça que je vais pour le moment plus vers des hommes. Ça ne veut pas dire que si une femme a envie de faire cette formation, elle va le faire. Lorsque vous formez au moins le jeune célibataire, de toutes les façons, il y aura quel genre de formation mise à leur disposition? Non, c'est la même, la formation elle est pour tout le monde. À la même formation pour tout le monde. Oui, mais pour tout le monde. La formation d'agent de maîtrise. Mais je reviens pour les femmes, parce que vous me parlez pourquoi j'ai dit célibataire. C'est parce que dans les accords, les ODD, comme on les dit, les financements que donne l'ONU Femmes, les financements que donne l'Union mondiale, s'adressent, ils ont des budgets pour aider les filles mères, pour aider les femmes qui sont seules. Donc, comme je fais une formation qui rentre dans ce critère-là, je ne vais pas leur dire aujourd'hui, je vais former des hommes de 40 ans pour faire agent de sanitaire et alimentaire. Parce qu'ils vont me dire, mais nous on ne peut pas vous donner les fonds, parce que le fonds que nous avons s'adresse à des filles mères, s'adresse à des femmes seules. Voilà la nuance. Donc je suis obligé d'adapter les fondations en fonction des critères d'attribution des fonds, des ressources que donnent les partenaires techniques et financiers ou les donateurs. Maintenant, à ce qui concerne moi le jeune gradué. Mais parce que pour pouvoir s'approprier et pouvoir suivre les cours qui sont des cours d'agent de maîtrise, il faut que la formation de base soit déjà d'un certain niveau. Ce n'est pas des formations, on ne peut pas former un agent de maîtrise si la personne aujourd'hui n'a pas un certain niveau je dirais de compétences en mathématiques, en français, en anglais, en matière de sciences civiles de la vie, etc. Pourquoi avez-vous écarté au moins le jeune diplômé, le jeune licencié? Vous avez mis beaucoup plus d'accent sur les gradués, c'est ça? Non, j'ai pas mis, j'ai dit à partir des gradués. Ok. Mais ça s'adresse aux gens, les formations que nous avons fait dans le temps à Colvégie, on avait des gens qui avaient des maîtrises, qui étaient chômeurs. Donc, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas encore un métier, qui n'ont pas une profession, mais qui ont un niveau minimum de graduat pour ces formations-là. La finalité, c'est quoi? La finalité pour former ces gens-là aujourd'hui, d'accord, c'est d'être demain des acteurs dans les entreprises industrielles pour permettre l'industrialisation. Ils vont travailler dans les entreprises industrielles pour permettre l'industrialisation du pays. Ils vont apporter leurs compétences dans des projets d'industrialisation dans le pays. Et même peut-être, ils vont répondre, comme je l'ai fait dans différentes sociétés, où j'ai formé des chefs de minage, j'ai formé des chefs d'exploitation minière, j'ai formé des chefs de garage. Et quand je les ai formés, comme je l'ai, les expatriés qui étaient là, on les a demandé de rentrer chez eux. Quel regard portez-vous sur l'industrialisation en République démocratique du Congo?
Non, il n'y a pas... À se référer avec la jeunesse. Non, il faut sensibiliser. C'est la formation, par exemple, une que je vais faire prochainement, donc je vous avais fait, c'est pour sensibiliser la jeunesse à savoir à industrialiser vos ressources. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ne connaît pas les possibilités d'industrialisation. On le voit tous les jours. La jeunesse, et même quand je parle de la jeunesse, je parle des gens jusqu'à 40 ans, ne savent pas aujourd'hui, déjà, pas comment industrialiser les ressources, mais ils ne connaissent pas les ressources à industrialiser. Quelles sont les ressources? Quelles sont les ressources? Eh bien, vous avez 80 métaux dans le sol, vous avez 250 plantes médicinales, vous avez plus de 300 produits alimentaires, agricoles, produits dans le pays, vous avez une trentaine, quarantaine d'espèces de bois. Tout ça, aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise industrielle qui les transforme sur place pour en faire des produits industriels. Si l'entrepreneuriat ne fait pas avancer les pays, croyez-vous que l'industrialisation fait avancer les pays? Ah oui. Comment? Par quel mécanisme? Eh bien, l'industrialisation fait avancer le pays, premièrement, je vous répète, parce qu'elle va former, elle va créer des emplois, elle va former de la compétence technologique, numérique et même informatique, elle va générer du PIB, elle va générer des recettes fiscales et sociales, elle va aussi pouvoir augmenter la production locale pour remplacer les produits importés, elle va générer des devises à l'exportation, voilà. Mais partant de ce que vous faites juste énumérer ici, c'est ce que nous vivons en RDC, c'est le contraire. S'il y a le taux de chômage, on est là. S'il y a moins d'exploitation, on est là. S'il y a tant de faiblesses, ainsi de suite, on est là. Vous êtes un expert. Que préconisez-vous pour la Si on n'explique pas, je vous répète, si on n'explique pas à la jeunesse comment on est un acteur de l'industrialisation, même si l'État aujourd'hui ne se l'est pas approprié, rien n'empêche la jeunesse de commencer à devenir des acteurs de l'industrialisation artisanale. Vous êtes prêts à le faire. Vous avez déjà 240 000 artisans en RDC. Ils peuvent devenir aujourd'hui les petits patrons d'entreprises artisanales industrielles. Mais il faut leur expliquer. Sinon, ils vont rester aujourd'hui dans le cantonnement d'être soit dans l'informel ou soit dans des ASBL et de rester à faire leurs petites activités parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de se développer. C'est une formation. Devenir un entrepreneur, ce n'est pas facile, ça s'apprend. Il y a des méthodes, il faut savoir, je dirais, et puis c'est pas donné à tout le monde d'être entrepreneur. Être dans l'entrepreneuriat, c'est donné à tout le monde. Être dans les... Vous en avez aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, d'après les chiffres des bailleurs de fonds, vous avez 12 millions, vous m'entendez bien, 12 millions de jeunes dans l'entrepreneuriat. Ils bricolent. Ils font camis, ils font des beignets, ils vont ramasser les bouteilles en plastique, ils sont dans l'agriculture, vont faire des champs d'ananas, des champs de maïs, mais tout ça informel. Ils sont déjà, vous en avez 12 millions déjà. Mais on ne leur a pas expliqué comment on passe de ce stade-là au stade de venir dans l'industrialisation artisanale d'abord, et qui va permettre demain de développer l'industrialisation industrielle. Et cette mutation se passe comment? Grâce aux formations professionnelles. On revient toujours, c'est ça. Ouais. Si vous ne formez pas les gens à une formation professionnelle, ça ne s'adresse même pas qu'à l'industrialisation. Je parlais hier avec quelqu'un du ministère de l'Intérieur. Il faut aussi, la formation professionnelle s'adresse aussi aux agents de l'État. La formation professionnelle s'adresse aux administrateurs des territoires. La formation professionnelle s'adresse aussi à l'environnement des chefs de village, des chefs de terre, des chefs de groupe. C'est la base de ça aussi. Je ne fais pas que... Par exemple, il y a 4 ou 5 ans, j'ai fait des formations à Sakania pour le développement de l'industrialisation. On l'a fait au niveau, avec l'administrateur du territoire, avec les chefs de village et les chefs de terre, les chefs de groupement, pour les sensibiliser à qu'ils ne restent pas dans l'entrepreneuriat ou dans l'informel, pour les sensibiliser à mettre en place des entreprises industrielles artisanales. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre message d'interpellation à tous les jeunes qui vous suivent en CD, s'il vous plaît, veuillez nous excuser. On n'a pas droit à pouvoir reprendre vos appels. Envoyez-nous juste vos SMS. Là, on va réagir aussi facilement. Juste votre message d'interpellation, votre message d'appel par rapport à la jeunesse congolaise. Jean-François.
Non, moi ce que je veux dire aujourd'hui, la fondation formatrice ne peut pas tout faire. Donc je m'adresse aux associations, aux ONGD, en leur disant, prenez contact avec moi. Je vais vous aider à vous former, à avoir un département formation. Je ne peux pas être de partout. Donc c'est aider les ONG, les ONGD, les fondations, les groupements professionnels, les coopératives à se structurer, je veux dire, à avoir un département formation. Dans lequel, avec une convention avec la Fondation Formatrice, je vais les aider à s'y mettre. Je ne peux pas être aujourd'hui à Kisangani, à Goma, à Poussavou, à Colbéger, etc. Donc, de trouver des gens qui vont s'approprier la formation professionnelle ASBL, je dis bien ASBL, on laisse l'État de côté, à préparer au niveau de leur petite structure, en fonction des compétences qu'ils ont sur place, en fonction de la richesse minière, forestière, agricole autour de leur ONG, à former déjà des gens qui seront demain les acteurs de l'industrialisation. Nous vous disons merci d'être là ce soir. Je vous remercie, toujours à votre disposition. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. On a eu l'opportunité d'être avec ce Jean-François qui est expert en industrialisation. Donc, suivez la rediffusion de cette émission le lundi à 15h30. Bon week-end chez vous, bon suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue